Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH, le podcast qui n'a pas peur de vous parler du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Et oui, ici on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves de tout ce qui se joue dans les entreprises, et notamment au niveau des relations humaines. Ce que je vais surtout faire, c'est vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Mais je ne serai pas toute seule à le faire, et oui, car j'inviterai aussi des spécialistes du leadership, de la santé, de la sécurité au travail, des enjeux RH, de la gestion du stress, bref, une multitude d'invités qui, tout comme moi, ont à cœur de partager leurs meilleures pratiques pour aider chacun d'entre vous à s'épanouir dans son travail. Alors que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Mussard. Vincent est cofondateur de l'entreprise Coach Me Happy et s'est donné comme mission d'accompagner les RH et les dirigeants d'améliorer la qualité de vie au travail. J'ai souhaité l'inviter dans le podcast car ce sujet de la qualité de vie au travail nous tient à cœur tous les deux et j'avais fait le pari qu'on aurait de belles choses à vous partager. Alors, je pense que c'est le cas et si c'est le cas pour vous, en tout cas aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre tout plein d'étoiles sur iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Et comme d'habitude, vous allez entendre dans ce podcast des astuces pour faire face à des situations qui peuvent être compliquées à vivre en entreprise. Et vous allez voir, c'est ce que fait Vincent. Au-delà de partager avec nous sa vision de la qualité de vie au travail, il nous donne des conseils pour trouver cet équilibre entre atteindre des objectifs de l'entreprise et les besoins des salariés, mais pas que, parce que nous avons aussi parlé de management toxique. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit, vers qui est-ce qu'on se tourne lorsqu'on est face à un manager toxique qui, parfois, ne se rend même pas compte. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse écouter notre échange avec Vincent Mussard en espérant qu'il vous permettra de faire de l'entreprise un lieu où il fait bon travailler. Alors bonjour Vincent et puis bienvenue dans le podcast, je suis vraiment ravie de t'accueillir, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur vraiment tous les deux. On va parler de qualité de vie au travail, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question pour toi et je voulais savoir, est-ce que tu es heureux toi dans ton travail actuel, est-ce que tu t'y sens bien? Bonjour Camille, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis heureux également d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, moi, je suis heureux dans mon travail, oui, mais je suis quand même dans un cas particulier parce que je suis assez chanceux d'avoir pu créer mon travail. Avec mon associé, on a créé notre entreprise maintenant il y a 4 ans et donc on a la possibilité de l'organiser comme on le souhaite et de partager une vision commune qui nous permet d'être heureux aujourd'hui dans ce travail, oui, bien sûr. Ok, d'accord, je comprends. Alors, attends, parce que en fait, moi, de mon côté, j'ai fait aussi mes petites recherches sur toi avant juste qu'on aille plus loin. Je me suis dit, c'est vrai que je veux absolument voir ça avec toi parce que je sais que tu as eu une carrière en tant que militaire et je t'avouerai que je connais pas du tout ce monde-là. Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail dans le secteur privé, mais dans cet environnement militaire, est-ce qu'on en parle aussi? Donc, clairement, dans le secteur militaire, on parle très peu de qualité de vie au travail. Alors moi, je te parle d'une expérience qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas si ça a évolué aujourd'hui, mais pour connaître encore des officiers d'être militaire aujourd'hui, je ne pense pas que sur ce sujet-là, c'est beaucoup évolué. Mais néanmoins, dans l'armée, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui font que, même si on n'en parle pas, il peut y avoir une qualité de vie au travail, en tout cas un engagement, parce que dans l'armée, il y a des rites, dans l'armée, il y a des valeurs, dans l'armée, il y a un sens de l'engagement. Et tout ça, peut-être qu'on aura le temps d'en parler plus tard, mais tout ça, ça fait partie aussi de la qualité de vie au travail. Donc même s'il n'y a pas un discours orienté sur la qualité de vie au travail, parce que l'armée, c'est avant tout, dans l'imaginaire collectif, mais aussi chez les militaires, c'est avant tout un engagement avec un certain sens du sacrifice de soi, jusqu'au sacrifice humain de la vie. Néanmoins, les valeurs qu'ils portent, font que les gens qui sont dans l'armée, en général, ont une haute estime de leur métier et partagent une vision et trouvent du sens dans ce qu'ils font. Et toi, quand tu y étais, tu l'avais là, tu trouvais le sens par rapport à ce que tu faisais justement? Oui, parce que, alors,
On se pose pas forcément de questions dans l'armée, surtout. Enfin, moi, j'étais un jeune officier au grade le plus bas d'officier, donc tu appliques des consignes qu'on te donne, tu suis des ordres, donc tu te poses pas forcément des questions. Mais à cet âge-là, en fait, tu trouves plus de plaisir dans l'opérationnel, quoi. C'est-à-dire que t'es dans. Moi, je m'occupais de. Enfin, j'étais à la passerelle d'un bateau, je m'occupais de la navigation. Euh, et je trouvais du plaisir à ce que je faisais et je m'interrogeais pas à ce moment-là sur le sens profond des missions qu'on me donnait, mais en tout cas dans ce que je faisais au quotidien, oui, je m'épanouissais vraiment. Parce que j'ai vu, en fait, au cours de ta carrière, t'as quand même fait l'armée, puis ensuite, t'es passé dans le civil, t'as été directeur de filiale au final. Ensuite, maintenant, t'as créé ton entreprise, puis t'as fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, jusqu'à t'intéresser complètement à la qualité de vie au travail. Du coup, moi, je me suis demandé, voilà, c'était quoi vraiment ton cheminement, en fait, comme l'élément déclencheur pour pouvoir t'intéresser à ce sujet-là. Je pense que la qualité de vie au travail, le bien-être en entreprise, c'est un sujet transversal finalement, quel que soit le secteur dans lequel tu es actif. Euh, on l'a évoqué dans l'armée, même si c'est pas ces mots-là qui sont utilisés, c'est important quand même de donner du sens, de partager une vision avec ces soldats pour qu'ils soient engagés, pour qu'ils soient impliqués. Dans une entreprise, évidemment, euh, c'est très important aussi de prendre en compte le bien-être des salariés pour arriver à un objectif ensemble. Alors évidemment, hein, certaines entreprises fonctionnent très bien avec la contrainte, avec un régime dictatorial, mais on en parlera certainement plus tard. C'est pas forcément celle où les salariés restent le plus longtemps et, euh, et qui ont les meilleures performances. Et puis, même dans le milieu associatif, euh, aujourd'hui, moi, je suis président d'une association de parents d'élèves. Même dans ce milieu-là, finalement, même dans le socio-médical, on accompagne aujourd'hui des établissements d'accueil pour handicapés. Dans tous ces milieux-là, le sujet de la qualité de vie au travail est un sujet qui mérite vraiment d'être considéré par le management parce que les finalités seront les mêmes. C'est-à-dire que, pour le dire de manière simple, euh, des salariés qu'on prend en considération et pour lesquels on fait en sorte d'améliorer le cadre de vie vont plus s'investir, vont être plus motivés et au final, on arrivera mieux à atteindre ces objectifs. Mais justement, on peut même en parler tout de suite, parce que là, tu me parlais aussi des associations, et c'est vrai que, tu sais, on a beaucoup comme l'idée des entreprises, on parle pas forcément dans le milieu associatif de la qualité de vie au travail. Moi, j'ai l'impression que ce que tu me dis, mais en fait, Camille, qu'importe le domaine dans lequel tu es, il faut que tu aies cette qualité de vie au travail-là. Oui, complètement. Et c'est vrai que souvent, il y a certains milieux dans lesquels c'est un sujet qui peut être un peu passé à la trappe. Tu m'as posé la question sur l'armée, mais si on prend certaines associations, alors que ce soit des associations bénévoles ou pas, c'est un sujet dont on parle pas trop parce que quand on est bénévole, par exemple, et qu'on s'investit pour une association à but humanitaire, eh ben souvent on considère que la mission prime sur tout le reste. C'est-à-dire que on doit être content déjà de participer à une belle cause, voilà, que ce soit humanitaire, que ce soit des SDF ou des gens en difficulté. Et donc, finalement, on a tendance à s'oublier un petit peu. Et le fait de parler de soi, ça devient tabou parce que ce qui est important dans ces associations, c'est avant tout la prise en charge de la détresse de l'autre. Mais sauf que le risque, c'est que, euh, comme c'est souvent des bénévoles, ce sont des gens qui ont un métier souvent à côté, et bien finalement, c'est qu'il n'y ait plus de cadre, qu'il n'y ait plus de limites, et des burn-out associatifs, ben finalement, ça existe aussi, parce que justement, on ne fait plus attention de la même manière parce que on pense que on peut tout donner parce que c'est une association et que on doit être content de participer à ces belles missions. Même des associations qui ont des salariés, et je ne vais pas les citer parce que euh, ce serait pas forcément sympa pour elles, mais des associations qui sont très connues, qui s'investissent pour les SDF, qui s'investissent pour les voilà, pour les plus démunis, eh ben ne font pas forcément attention à leurs salariés. Encore une fois, parce qu'il y a tellement de gens qui se bousculent euh, pour euh, pour avoir ces métiers-là
que finalement on dit sois déjà content de travailler chez nous, sois content parce que tu as un métier qui a du sens, donc tu n'as pas le droit de te plaindre. Donc effectivement, ces milieux-là ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux traitants pour leurs employés ou leurs bénévoles. Tu vois, ce que tu amènes, je trouve vraiment intéressant parce qu'on n'a pas cette idée. Tu sais, c'est toujours comme très focalisé entreprise, mais moins sur les autres domaines dans lesquels, sur les autres organisations, et on n'y pense pas du tout. Je pense même pas avoir lu une fois de parler de qualité de vie au travail aussi dans le milieu associatif, tu vois. Complètement. Et tu vois, et c'est pareil également pour des établissements qui accueillent, par exemple, du personnel handicapé. Euh, c'est comme si les personnels s'interdisaient de parler de leur souffrance à eux parce qu'ils sont confrontés à une souffrance bien supérieure qui est celle des parents, qui est celle des patients qu'ils accueillent et qu'ils entourent. Mais c'est pas parce qu'on est face à une plus grande souffrance, entre guillemets, à supposer qu'on puisse classifier les souffrances, qu'on doit taire la sienne et qu'on ne doit pas faire attention à soi aussi. Parce que d'ailleurs, justement, mieux on sera avec soi-même et mieux on sera en mesure d'accompagner les gens qui en ont besoin. Mais alors justement, tu penses qu'il faudrait quoi pour qu'on puisse mettre cette qualité de vie au travail là, mais dans toutes les organisations? Parce que, alors déjà, en précisant un peu plus ma question, parce que j'ai l'impression, tu sais, que chacun il va un peu de sa propre interprétation quand on parle de qualité de vie au travail. Et c'est comme ça peut-être qu'on arrive aussi à deux visions qui se confrontent avec des entreprises qui la voient comme un coût d'un côté, d'un investissement pour d'autres, et puis peut-être que dans certains milieux, ok, on comprend pourquoi on la met, dans d'autres pas du tout. Alors je voulais savoir un peu plus ta vision toi là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet finalement dont tout le monde parle sans qu'il y ait forcément un référentiel commun. Certains estiment que c'est un sujet à la mode dans lequel ça ne sert à rien d'investir. D'autres le mettent un petit peu à toutes les sauces. Certains considèrent que c'est important d'avoir des labels tels que Great Place to Work, mais plus pour l'attractivité employeur et pour l'image que pour réellement les effets concrets que ça peut avoir. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très dilué finalement et que chacun peut avoir un petit peu son interprétation. Moi, je dirais que c'est pas très grave dans la mesure où l'intention est bonne, c'est-à-dire l'intention est bienveillante. Finalement, la qualité de vie au travail, pour moi, c'est agir sur un certain nombre de facteurs extérieurs pour espérer améliorer un certain nombre de facteurs intérieurs. Si je m'explique un petit peu plus, ça veut dire que il faudrait que chaque manager essaye d'améliorer, par exemple, l'environnement de travail, en sachant que améliorer l'environnement de travail physique va avoir des conséquences sur le bien-être physique de ses collaborateurs. Mais de la même manière, il peut agir sur plusieurs facteurs. Il peut agir sur, on a évoqué des facteurs physiques, mais il peut agir également sur des facteurs psychologiques, c'est-à-dire adoucir son style de management permettra peut-être d'abaisser le niveau de stress de ses collaborateurs. Donc voilà, il n'y a pas de définition universelle. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de terme universel finalement, parce que certains parlent de bien-être au travail, certains parlent de qualité de vie au travail, certains parlent de bonheur au travail. Mais je dirais encore là pour citer un grand poète français, peu importe finalement le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est vraiment, moi, je me battrai pas sur les termes. Je pense que c'est vraiment l'intention qui prime et qui est importante dans ce sujet-là. Alors là je suis complètement d'accord, mais alors du coup, tu sais, on a comme beaucoup d'articles en ce moment, beaucoup de posts, de vidéos, plein de choses en tout cas qui parlent de ce sujet-là, mais tu sais, dès qu'il est question d'agir, hop là, ça devient comme tout de suite beaucoup plus compliqué. Je sais pas si c'est lié parce qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels il faut travailler,
ou voilà, qu'est-ce qui fait que c'est parfois si difficile à mettre en place malgré tout le flux d'informations qu'on a sur ce sujet-là? Je dirais que c'est parce que ce flux génère un flou. Trop d'informations fait que, on ne sait plus à quelle source, faire référence. Il y a tellement d'acteurs sur ce marché-là que on ne sait pas et en fait, à qui s'adresser et en fait, aujourd'hui, tu vois que, un marchand de corbeilles de fruits, va, mettre, sur son site, favoriser la qualité de vie au travail, en apportant des fruits frais tous les matins à vos collaborateurs. Mais tu vas aussi avoir tel marchand de meubles qui va dire mettez en place des meubles, des bureaux ergonomiques dans votre espace de travail pour favoriser la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Tu vas avoir, euh, voilà, pour évoquer un sujet qui a été à la mode pendant quelques temps pour stigmatiser un peu ce sujet-là, tel fabricant de baby-foot qui va dire mettez un baby-foot pour la cohésion et la qualité du travail. Donc il y a tellement finalement d'offres et tout le monde un petit peu a tendance à utiliser cet argument comme argument marketing qui est finalement on s'y perd un petit peu. Moi, mon approche enfin en tout cas ce que je pense, c'est toujours une approche à la fois un petit peu par des données concrètes appuyées par une intuition. C'est-à-dire que je pense que dans beaucoup de projets qu'on mène, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que il est important de comprendre dans un premier temps parce que les besoins d'une entreprise sont toujours différents de ceux d'une autre entreprise. Et on ne peut pas appliquer une recette, c'est pour ça que c'est compliqué aussi, on ne peut pas appliquer une recette toute faite sur une entreprise sans prendre en considération son contexte, son historique, euh, voilà, sa vision, ses objectifs. Donc c'est pour ça que nous, on a souvent une approche un petit peu sur mesure. Et pour développer l'approche sur mesure, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre à quelle entreprise on a affaire. Parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place, où les salariés ont accès à énormément de services, ils ont des conférences, ils ont de la sophrologie, ils ont du sport en entreprise, ils ont voilà un super restaurant d'entreprise. Il y a déjà beaucoup de choses qui leur sont offertes. Et puis tu as des entreprises où finalement il y a absolument rien et c'est un sujet qui est pas du tout pris en compte. Donc déjà le contexte est différent. Euh, c'est pour ça que quand je parle d'une approche au début un petit peu solide, basée sur des données, c'est que j'estime qu'il est important, si on veut vraiment faire un projet qualité de vie au travail qui tient la route, de commencer par une sorte de diagnostic. Et un diagnostic, c'est quoi? Un diagnostic, ça va être des entretiens qualitatifs et puis aussi des questionnaires quantitatifs pour prendre le pouls d'entreprise et, et voir où est-ce qu'on en est au niveau qualité de vie au travail dans cette entreprise, tu vois. Là, dans ce que tu me dis là, on pourrait aussi avoir de la qualité de vie au travail dans l'entreprise, suivant ce qu'on cherche à mettre, et puis suivant l'entreprise aussi, sans forcément avoir des baby-foot, comme tu disais tout à l'heure, ou de paniers de fruits. Enfin, la qualité de vie au travail, ça passe pas forcément par là, et puis il y a des choses un peu plus profondes à aller chercher, en fait. Oui, alors, tu as bien compris que le baby-foot, c'était vraiment le contre-exemple de la qualité de vie au travail. Hein. Quand j'ai dit ça, c'était euh, là, je disais ça pour dire que c'est devenu un petit peu la caricature de la qualité du travail, c'est devenu un petit peu la caricature de l'entreprise qui veut faire quelque chose de cosmétique, mais qui se penche pas vraiment sur le sujet en profondeur. Est-ce que ce serait pas ce que tu es en train de me dire là, un peu comme le chef happiness officer? Alors, je sais que je vais peut-être faire grincer ce qui nous entendent parce que c'est un sujet qui divise mais tellement de personnes. Euh, du coup, est-ce que le chef happiness officer, ça serait un peu comme le baby-foot ou alors pas du tout? Comment est-ce que tu le vois, toi? Tu sais que j'avais écrit un article sur le Chief Happiness Officer et pour écrire cet article, j'avais interviewé beaucoup de gens, y compris des Chief Happiness Officers, pour avoir leur vision du métier. Euh, et la conclusion à laquelle moi je suis arrivé, mais c'est une conclusion personnelle, c'est que ça dépend vraiment du pouvoir qu'on donne à cette personne. Je considère, moi, que ce terme-là n'est pas très heureux, parce que dans Chief Happiness Officer, on retrouve le terme de bonheur. Et moi, le terme de bonheur au travail, c'est un terme
préfère ne pas utiliser parce que je considère que le bonheur reste de la sphère personnelle et que même si tu mets en œuvre dans l'entreprise tout ce qui peut améliorer la qualité de vie au travail, le bonheur, ça reste quelque chose de très personnel et peut-être que dans la meilleure entreprise du monde, une personne sera toujours malheureuse, mais ce n'est pas à cause de facteurs liés à l'entreprise, c'est par rapport à des choses qui se passent dans sa vie. Donc, ce terme de bonheur, je trouve qu'il n'est pas approprié pour le travail. Mais ça, c'est un vaste débat. Et donc, de retrouver le terme de bonheur dans le Chief Happiness Officer, euh, voilà, pour moi, c'est pas adapté. Mais ceci dit, certains proposent euh, des noms alternatifs, comme par exemple responsable de l'engagement des salariés, par exemple. Donc voilà, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement le nom, c'est surtout ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, pour moi, ça doit être là aussi un petit peu. Effectivement, tu citais l'exemple du baby-foot. Il faut que cette personne ait un vrai pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas juste là pour organiser des apéritifs, pour fêter des anniversaires, pour mettre en place un baby-foot, un flipper, ou proposer des sorties. Il faut qu'elle puisse vraiment avoir un rôle de consultant et avoir l'oreille de la direction générale pour creuser en profondeur sur les choses qui sont constitutives du bien-être en entreprise, c'est-à-dire qu'elle puisse agir notamment sur le management. Parce que pour moi, le management est vraiment à la source du bien-être ou du mal-être en entreprise. Oui, complètement. Et d'ailleurs, là, en parlant de management, pour toi, c'est quoi le rôle du manager dans cette qualité de vie au travail? Pour moi, son rôle est fondamental et on pourra mettre en place toutes les recettes qu'on veut, on pourra euh, proposer toutes les activités qu'on veut en entreprise. Tant qu'on n'a pas travaillé sur le management, on sera à côté de la plaque. Parce que le management, pour moi, est vraiment la première source de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que c'est le management qui va donner une vision, c'est le management qui va donner un sens à ce qu'on fait, c'est un management qui va créer les conditions d'une cohésion entre salariés. Voilà, c'est le management qui va permettre aussi euh, d'améliorer, d'optimiser les conditions matérielles dans lesquelles on travaille. Donc pour moi, c'est là que tout doit commencer. Alors, dans ce cas, en tant que manager, là, comment est-ce que je pourrais faire pour comme trouver un équilibre entre l'atteinte des objectifs, parce qu'en tant que manager, tu as quand même des objectifs aussi à atteindre, mais aussi les besoins de mon équipe. La première chose que je dirais, c'est que euh, partager ces objectifs avec l'équipe euh, et leur permettre que ces objectifs deviennent les leurs aussi, c'est déjà un petit peu la base. Parce que finalement, le manager n'a pas à porter tout lui-même tout seul sur ses épaules. Si il partage, il délègue, il explique le sens de ses objectifs, déjà, il a fait un premier pas important. Et encore une fois, je trouve pas que le travailler sur la qualité du travail n'est pas antinomique avec atteindre des objectifs. C'est-à-dire que on peut tout à fait mettre en place des choses, une meilleure organisation de travail, par exemple, des réunions plus efficaces, un style de management plus adapté, qui ne vont pas en aucun cas prendre du temps, au contraire, qui vont optimiser la manière de travailler, qui vont aller dans le sens de la qualité de travail et qui vont permettre de meilleurs résultats. Donc pour moi, qualité de vie au travail et résultats, objectifs, ne sont pas du tout antinomiques. Mais je pense aussi, c'est parce que tu sais, là, tu me parlais du temps, qu'on a l'impression tout de suite que ça va demander encore plus de temps, encore plus d'énergie à pouvoir le mettre en place, euh, alors qu'il n'y a pas forcément ce facteur temps qui est énorme là de ce que tu me dis. Non, il y a effectivement un peu de réflexion, forcément, mais c'est comme un projet. Et puis dans les entreprises, dans les grandes entreprises, on passe tellement de temps à faire appel à des consultants, on fait des réorganisations tous les 3 ans, on passe d'une organisation produit à une organisation pays, à une organisation matricielle. Ça, ce sont des choses qui sont très consommatrices de temps, qui sont très coûteuses finalement
pour un résultat qui souvent n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, des projets, il y en a tout le temps dans les entreprises. Quand tu changes de système d'information, quand tu changes de SAP ou je ne sais quoi, des projets, il y en a en permanence. La qualité du travail, c'est un projet, mais c'est un projet sur lequel ça vaut vraiment le coup d'investir parce que à moyen terme, les résultats sont là, quoi. Alors, imaginons que là, il y a une RH, un manager ou qu'importe le métier en fait qui nous écoute et Tu, qui dit comment? oui. Tu m'avais pas dit qu'ils étaient là. Oui, mais ils nous écoutent, ils sont là avec nous. D'accord. Et là, ils se disent, non mais attends, moi aussi j'aimerais bien que mon entreprise s'implique plus dans la qualité de vie au travail. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme argument pour convaincre son employeur à s'investir là-dedans? La première chose que je dirais, c'est que il y aura toujours des employeurs qui seront un petit peu fermés sur le sujet. Et, et convaincre quelqu'un qui a des réticences dès le départ, c'est toujours compliqué parce que c'est un cheminement un petit peu long. Et tout à l'heure, je te parlais de la nécessité d'avoir un mélange d'intuition qui s'appuie sur des données factuelles, mais c'est un petit peu le même ordre d'idée pour l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur il n'a pas l'intuition naturelle que le bien-être au travail est important pour ses salariés, ça veut dire qu'il va partir sur quelque chose d'un petit peu forcé et en général, ça donne pas forcément des bons résultats. Donc voilà, la première chose que je dirais, c'est que si vraiment l'employeur il est complètement fermé à ce sujet-là, il y a quand même peu de chances que ça finisse par aboutir. Si on parle d'un employeur qui ne s'est jamais vraiment penché sur la question, qui a toujours été le nez dans l'opérationnel et qui est relativement neutre et qu'il faut convaincre, là c'est un petit peu différent. Euh, il y a un certain nombre d'études. Après, ça dépend un petit peu de la manière dont l'employeur fonctionne. Tu as des gens qui sont très analytiques, qui ont besoin qu'on leur montre si j'investis 10 000 euros, ça va me rapporter combien. Tu as des gens qui sont plus intuitifs. Voilà, tu as des gens qui sont plus basés sur l'humain, qui vont comprendre les choses dans ce domaine-là assez naturellement. Donc, ça dépend un petit peu du type d'employeur. Mais disons que l'idée, c'est quand même de réussir à partager l'intuition que un salarié auquel on fait attention va s'investir davantage et va être une sorte, entre guillemets, d'investissement durable pour l'entreprise. Il y a des missions sur lesquelles on intervient actuellement. Euh, L'entreprise me dit, moi, s'il faut convaincre un patron, par exemple, qui est très rationnel. Il y a des entreprises qui me disent, moi, actuellement, j'ai des coûts de ressources humaines à hauteur de 200 000 euros par an parce que on n'arrive pas à retenir les salariés. Il y a un taux de turnover qui est beaucoup trop important et je comprends pas. Dans ce cas-là, dans le cas auquel je pense, c'est très clairement une problématique de cohésion, de bien-être parce que les salariés ne restent pas à leur poste. Donc voilà, on peut convaincre un employeur en expliquant voilà que on a calculé le taux de rétention des salariés et qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Très bien. Mais alors, est-ce que, d'après toi, alors la qualité de vie au travail, ce serait une responsabilité que de l'entreprise? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi être nous-mêmes responsables de notre qualité de vie au travail? Bien sûr, on en est responsable chacun, enfin, chaque salarié peut en être responsable dans la limite de la liberté de manœuvre qu'il a au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si effectivement il peut aménager son poste de travail comme il le souhaite, s'il peut aménager ses horaires en fonction de ses contraintes, s'il peut organiser des événements avec ses collègues, s'il a la liberté de donner du feedback à son manager, évidemment. Mais malheureusement, toutes les entreprises ne permettent pas cette liberté-là, ne permettent pas d'avoir une marge de manœuvre finalement très grande pour un salarié lambda, quoi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières pour pouvoir, tu sais, je sais pas, si ton employeur, il met pas les choses en place pour que tu puisses avoir un bon cadre de travail, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'on soit, enfin, ou est-ce que tu me dis, mais non, mais en fait, quitte la boîte, ou est-ce que tu me dis, ok, non, il y a quand même des façons de faire pour pouvoir
améliorer notre propre bien-être quand même dans le travail. Il y a, est-ce que tu veux dire à titre individuel? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Oui, à titre individuel, effectivement, surtout en ce moment, quand tu travailles, quand tu es en télétravail, tu peux effectivement euh, soit t'auto-former avec tout ce qui existe en ligne, soit déjà sur les aspects physiques, tu peux suivre un cours de yoga, déjà pour être bien, on va dire, à ton poste de télétravail. Tu peux regarder des conseils d'ergonomes pour voir comment disposer ton écran, comment positionner tes bras, etc., pour déjà ne pas avoir de troubles de troubles musculaires, Ouais. voilà, TMS qui peuvent être liés à ton poste. Donc déjà ça c'est une manière de faire en sorte que la base, donc le physique, ne soit pas affecté par tes conditions de travail. Après, effectivement, encore une fois, selon tes possibilités, tu peux tout à fait proposer d'améliorer les choses en entreprise. Si tu considères qu'il n'y a pas assez de temps de réunion avec tes collègues, tu peux suggérer d'organiser plus de réunions. Si tu considères que les réunions ne servent à rien, qu'elles sont mal menées, tu peux proposer d'améliorer la gestion des réunions. Encore une fois, en fonction de la latitude que tu as, bien sûr, chacun peut être un acteur de la qualité du vie au travail, de sa qualité du travail à soi et de celle de ses collègues. Est-ce que d'après toi, le Covid, là, il a quand même changé quelque chose sur la question de la qualité de vie au travail? Il a changé quelque chose sans aucun doute parce que d'une part, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc, il y a plus les rapports humains, il y a plus tous les moments informels. On passe sa journée derrière un écran chez soi. Donc, évidemment, avec un matériel qui n'est pas forcément aussi adapté, avec des contraintes familiales, certains travaillent dans leur cuisine, certains travaillent dans leur salon. Euh, donc, les conditions déjà matérielles ne sont pas les mêmes qu'au bureau. Et puis, il peut y avoir aussi une certaine solitude qui s'instaure. Et ce qu'on constate, c'est que avec certains managers, ça fonctionne très bien, ils ont su s'adapter, mais certains, ceux qui ne savent pas déléguer en présentiel, ne savent pas mieux déléguer en télétravail. Donc, ils vont, par exemple, être constamment dans le contrôle, ils vont constamment appeler le collaborateur pour être sûr qu'il est bien derrière son écran et pas en train de faire ses courses. Donc, ça peut créer effectivement une tension et un stress supplémentaire. On peut parler aussi du fait que voilà, les rapports humains sont pas les mêmes. On se parle derrière un écran, mais c'est pas du tout la même chose. On perd complètement toute une partie de la communication, tout ce qui est non verbal, etc. Et puis, outre ça, tu me demandais est-ce que la Covid a changé les choses. Il y a aussi le fait qu'il y a un stress permanent parce que on a tous autour de nous des gens qui sont touchés. Il faut que dès qu'on sorte, qu'on mette un masque. Les enfants qui sont à l'école doivent porter un masque. Il faut faire attention à tout. Donc, outre ce qui touche à notre travail propre, bien sûr qu'il y a un environnement qui est très anxiogène et qui affecte aussi nos conditions de travail. Et alors, dans ce cas-là, il y aurait quoi à faire pour au moins, enfin, tu sais, puisque là, tu me donnais déjà quelques conseils tout à l'heure à titre individuel, mais là, un peu plus global, dans une situation dans laquelle on est, est-ce que d'après toi, la qualité de vie, parce qu'on en parlait beaucoup, surtout en 2017, là, de la qualité de vie au travail, là, est-ce que dans les conditions actuelles, est-ce que c'est toujours comme un sujet principal sur lequel on doit s'occuper? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait, surtout que les choses ont vraiment changé, comme si les priorités même avaient changé? Tout à fait, oui. Oui, parce que la priorité absolue, c'est la santé. Enfin, ça l'a toujours été. Mais disons que maintenant, en fait, c'est vraiment devenu un sujet national euh, et elle passe avant tout. Donc les gestes barrières, la distanciation, c'est devenu des éléments à intégrer dans notre quotidien. Les entreprises sont un peu, pour certaines, en mode survie, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, elles n'ont pas pu travailler. Même quand elles peuvent travailler, c'est en mode dégradé. Il y a une consommation forcément à part pour certains secteurs indispensables, une consommation qui est en berne. Donc évidemment, les priorités sont plus forcément, je dis pas plus forcément parce qu'en fait elles ne l'ont jamais été. La qualité de vie au travail, ça n'a jamais été une priorité pour l'entreprise. C'est plutôt un élément
qu'elles prennent en compte voilà, comme un facteur qui peut améliorer la performance de leurs salariés, ou lorsqu'on a un manager un peu humaniste, c'est quelque chose qui prend en compte en disant c'est important, mais ça n'a jamais été une priorité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, moins que jamais, c'est une priorité. Pourtant, ça devrait rester au cœur des préoccupations de tout le monde, parce que il faut pas rajouter de la souffrance sur une souffrance, c'est-à-dire sur un contexte anxiogène. Il faut pas rajouter une souffrance personnelle parce que on a complètement oublié justement de prendre la qualité de vie au travail en considération. Ouais, complètement. Et là, ça me fait penser, tu me parlais d'un peu de souffrance. Tu sais, j'avais lu un de tes articles que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Se taire, l'ouvrir ou partir. Et dans cet article, tu partages le fait que toi et tes collègues, vous avez fait face à un manager incompétent, arrogant, malveillant. Ça, je me dis que ce soit maintenant avec cet environnement particulier dans lequel on est, ou sinon même avant, on peut toujours faire face à ce type de manager. Et je me dis, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir quand on est face à ce type de situation, à ce type de management? Oui, là, on a glissé sur le sujet des managers toxiques, on va dire, et, euh, c'est un peu comme on le disait au début, c'est des managers qui peuvent exister dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que ça peut exister aussi bien dans le privé, où tu peux en retrouver aussi dans l'armée, des comme ça. Tu peux en retrouver aussi en milieu associatif. Et, euh, et après cet article, j'ai été contacté par énormément de personnes qui m'ont partagé leur expérience. Et finalement, c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi à tous les niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que tu peux être un simple employé et avoir juste un petit chef-haillon qui se comporte de manière un peu tyrannique, mais tu peux aussi être le grand directeur d'une société et avoir un président qui te, qui te harcèle, qui t'humilie, qui se comporte comme un manager toxique. Euh, la première chose à faire, c'est de, c'est de mettre des mots sur une situation. C'est-à-dire à un moment, un peu comme quelqu'un qui va voir un psychologue ou un psychiatre, il faut accepter déjà qu'il y a un problème, c'est-à-dire accepter de nommer les choses. À partir du moment où tu mets des mots sur les choses, déjà ça va beaucoup mieux. Ne pas considérer que parce que tu as un poste, parce que tu as un emploi, parce que tu as un salaire, tu peux tout accepter. Tu dois te poser tes propres limites et à un moment dire, voilà, la situation face à laquelle je suis est inacceptable. Factuellement, c'est pas possible que j'ai fait ça et réagi de telle manière. C'est pas possible qu'il m'ait demandé ça. C'est pas possible qu'il m'ait dit ça. Donc voilà, c'est important. Alors, ce qui est compliqué quand on dit ça en même temps, c'est que souvent, quand tu es face à ces personnes-là, tu es complètement démuni parce que tu vas être face à des manipulateurs, tu vas être face à ce qu'on appelle aussi des pervers narcissiques, tu vas être face à des gens qui auront toujours une sorte d'ascendant sur toi et qui trouveront toujours une manière de contourner un petit peu tes protections naturelles, et ce qui fait que tu vas être dans un état émotionnel qui te permet pas forcément de réagir comme tu devrais réagir de manière rationnelle. Donc c'est important d'arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça, de nommer les choses, d'en parler aussi à l'extérieur de l'entreprise pour avoir un retour extérieur. Et ensuite, en général, voilà, je vais être un petit peu pessimiste sur ce sujet-là, mais quand tu es face à un manager toxique, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. C'est soit tu arrives à, à le faire tomber, entre guillemets, à le dénoncer, à le faire partir, soit c'est toi qui pars. Mais c'est rare, et moi je ne connais pas d'exemple, d'arriver à faire changer dans son comportement un manager toxique. Du coup, ce qui s'est passé avec ce manager-là, toi, tu as décidé de partir. Enfin, comment ça s'est fait? Parce que je me dis quand même, euh, ce genre de comportement, on devrait comme pouvoir avoir quelqu'un avec qui en parler pour pas parce que je me dis que sinon la personne elle peut rester et détruire mais tellement de vie en fait qu'il y a vraiment pas comme de solution à pouvoir enfin face à ce type de comportement. Il n'y a pas de solution, il y a des solutions pour se protéger, il y a des solutions pour ne pas sombrer, euh, mais, euh, mais c'est vrai que
que c'est compliqué de maintenir un statu quo. Parce qu'en général, ce genre de personne ne se contente pas d'une relation normale. Il veut avoir une emprise sur toi, il veut te dominer, il va, un peu comme un pervers narcissique, parfois il va t'encenser, te porter au nu, et puis 2 minutes après, il va te mettre plus bas de terre. Donc, il va jouer avec tes émotions, te manipuler, de telle sorte que tu seras jamais dans un état de sérénité. Et ce sera toujours compliqué dans ta relation avec ce genre de personnes. Donc, euh, le cas qu'on a vécu avec mes collègues à ce moment-là, on était très soudés entre nous. Et je trouve que c'est plutôt un cas d'école parce que on a à peu près suivi les étapes que moi j'aurais conseillé si à cette époque-là j'avais été consultant face à une personne comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait ce qu'on ne fait jamais en entreprise, c'est-à-dire que on l'a convoqué en tant qu'équipe à une réunion. On était tous directeurs et on l'a convoqué à une réunion en lui disant que voilà, le mode de fonctionnement qu'il a avec nous ne nous convenait pas et que on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait qu'il adapte sa manière de communiquer avec nous et sa manière de manager parce que de manière collective et pour des raisons assez factuelles, il ne nous convenait pas. Il a plutôt bien perçu cette réunion et il s'est engagé à, à faire des efforts et à prendre en considération ce qu'on lui disait. On aurait pu penser que finalement c'était le bon choix qu'on avait fait d'en parler ouvertement, mais au bout de 15 jours, il était retombé dans ses vieux travers. Ensuite, deuxième étape, on est allé voir les ressources humaines de l'entreprise en disant, voilà, de manière factuelle, encore une fois, il y a nous, mais il y a aussi certaines tierces parties qui se plaignent de ce manager. On ne peut pas continuer avec lui. Les ressources humaines, et c'est souvent le cas finalement en entreprise, se retournent alors vers la direction, vers le comité de direction, et souvent c'est là que ça bloque, quoi. C'est-à-dire que c'est là que soit effectivement on a quelqu'un au-dessus qui prend ses responsabilités et qui dit effectivement je vais regarder ce qui se passe et si ça va pas, je vais faire en sorte que ce manager soit plus à son poste. Soit, comme c'est plus souvent le cas, finalement, il se contente de cette personne-là parce qu'il trouve que c'est un pis-aller, qu'au niveau performance économique, ça se passe bien, et que finalement, les préoccupations humaines et personnelles du petit personnel passent après la réussite économique d'une entreprise. Et dans ce cas-là, parce que là, donc, en faisant un petit résumé là, de tout ce que tu nous donnes comme conseil, ce serait prendre du recul, pouvoir parler autour de soi, à l'extérieur de l'entreprise, essayer d'aller voir la RH, mais qu'il n'y a pas toujours des fois le pouvoir de pouvoir agir, mais au moins d'en parler, quoi. Les facteurs de protection quand on est face à ce type de personnes, c'est pouvoir au moins en parler, oser en parler en fait. Oui, parce que un des mécanismes qu'utilise ce genre de personnes, c'est aussi de chercher à t'isoler. Il va chercher à t'isoler aussi en cherchant des alliés ailleurs et en transmettant de fausses informations autour de toi pour que d'autres personnes aient un jugement sur toi qui n'est pas forcément fondé, mais qui se crée comme ça un vide autour de toi. Et ça, c'est très dangereux parce que si tu t'isoles et qu'en plus lui contribue à t'isoler davantage, tu peux rapidement perdre pied, voilà, ne plus avoir d'appui, et perdre ta lucidité par rapport à cette personne. Donc c'est très important, effectivement, d'arriver à prendre du recul et d'arriver à se faire conseiller et très rapidement d'en parler et surtout de ne pas chercher à être le plus fort, de ne pas chercher avec tes modes de fonctionnement à toi à le contrer parce que ça fonctionnera pas. Donc au bout d'un certain temps, si tu as essayé certaines choses et que ça fonctionne pas et que tu vois que tu t'enfonces de plus en plus, voilà, il faut arrêter parce que le nombre de personnes qui finissent en burn-out ou qui finissent en épuisement professionnel ou qui finissent détruites par ce genre de personnes est très important, même s'il n'y a pas de statistiques officielles. Et les dégâts personnels sont dramatiques. Donc, il vaut mieux à un moment dire voilà, je jette l'éponge, j'arrête, je prends un autre poste, je vais chercher ailleurs. Mais il n'y a aucun poste qui ne mérite qu'on subisse une personne comme ça à vie, quoi. Ouais, tellement, complètement. Et tu sais, j'ai l'impression qu'on va jamais en fait rencontrer un manager qui va nous dire droit dans les yeux,
sais quoi, le management par la bienveillance, c'est vraiment pourri comme idée. Moi, je suis toxique, j'adore ça. Et parfois, je pense, enfin, en tout cas, je suppose ouais, qu'ils se rendent pas forcément compte, en fait, qu'ils sont pas des bons managers. Alors, est-ce que tu sais s'il y a un moyen pour qu'ils puissent s'en rendre compte et puis qu'ils se disent, attends, il y a peut-être quelque chose à faire là dans mon management qui va pas. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est drôle, quoi. C'est comme les conducteurs, quoi. Y a jamais personne qui va dire je suis vraiment un mauvais conducteur, je suis nul au volant. Voilà, c'est toujours les autres qui sont des mauvais conducteurs. Et pour le manager, effectivement, c'est pareil, quoi. Il y a personne qui dira jamais je suis vraiment le pire manager que tu aies jamais eu. Va falloir t'accrocher ou je suis pas du tout bienveillant. Après, tu as certaines personnes qui vont dire la bienveillance, ça fait pas partie de mes valeurs, mais c'est pas forcément ces personnes-là qui sont le pire, hein, effectivement. C'est plutôt ceux qui sont inconscients de leur malveillance qui sont pour moi les pires, quoi. Encore une fois, ça dépend un petit peu du cadre de l'entreprise, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises où les choses sont très bien cadrées, très organisées, et dans lesquelles il y a des processus d'entretien réguliers, des processus de feedback, des processus de 360 qui vont permettre euh, de dire au manager voici quelles sont tes compétences, voici quels sont les points à améliorer, voici on va te proposer un coaching, on va te proposer un plan de formation parce qu'on considère que sur ces sujets-là, il faut que tu progresses. Donc, il y a des entreprises dans lesquelles tout est très encadré et, et c'est faisable. Tu as beaucoup d'entreprises aussi dans lesquelles tu as une culture, enfin beaucoup peut-être pas, mais un certain nombre d'entreprises dans lesquelles tu as une culture du feedback et où, lorsque le manager est bien formé, c'est lui qui systématiquement va demander du feedback et va en prendre compte pour chercher à s'améliorer. Ça, c'est un peu un monde idéal parce que en réalité, il y a quand même aussi beaucoup d'entreprises où l'espace laissé à la parole du collaborateur va être restreint. Et si tu trouves pas forcément les mots, tu risques plutôt de te heurter à un manager qui va t'en vouloir. Et ça va se ressentir dans ta relation avec lui si tu oses, entre guillemets, lui dire les choses. Donc, pour moi, j'avais fait des formations finalement sur manière de faire du feedback. Et en fait, c'est comme dans une négociation, c'est comme lorsqu'on parle de communication non violente, les règles à adopter pour dire des choses à un manager sont un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'attaquer de front, il ne faut pas lui dire tu, mais il faut en général partir d'un fait en disant voilà, quand tu as fait ça, ou quand tu fais ça, éventuellement évoquer une émotion, je ressens ça, ça me fait ça, et ensuite lui faire une proposition en lui disant est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu serais d'accord d'adapter ton comportement ou ta manière de faire de telle manière, de telle sorte qu'on atteigne tel résultat commun. Donc, tu vois, c'est encore une fois, il y a des spécialistes de la communication non verbale, de la négociation, du feedback, mais c'est pour résumer un petit peu l'idée générale, quoi. C'est de dire, euh, c'est tout à fait faisable. Il faut juste bien préparer la manière de présenter les choses. C'est sûr. Mais alors, tu vois, je lis beaucoup de choses et on voit passer beaucoup d'articles qui nous disent, OK, ben, il nous faut des managers bienveillants justement pour éviter tout ce que tu viens de nous dire là. Mais est-ce que être bienveillant, en fait, ça fait pas partie genre juste du rôle du manager? Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter le mot bienveillant après le mot manager? Ça dépend des définitions en fait qu'on a de ce terme. Moi, c'est un mot que j'utilise aujourd'hui avec beaucoup de précaution parce que comme beaucoup de ces mots qui ont été à la mode pendant un certain temps, il est galvaudé et du coup il perd un peu de sa force et, et ça devient un peu un mot qu'on met à toutes les sauces et qui suscite presque une certaine méfiance pour les gens. Moi j'aime bien la définition du littré par rapport à la bienveillance qui dit que c'est une disposition favorable de la volonté. Et dans cette définition, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le manager devrait effectivement, par définition,
être bien disposé par rapport à ses employés. Parce que dans le mot bienveillance, on a tendance un petit peu aujourd'hui à le confondre avec euh, une gentillesse extrême, à un manque de force de caractère, à un côté un petit peu bisounours. Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'on peut plus rien dire dans les choses qui vont pas, par exemple. C'est Tu ça. vois. Alors que c'est pas du tout ça. La bienveillance managériale, c'est plutôt créer un cadre favorable pour donner à chacun la chance de s'épanouir euh, au meilleur niveau possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de dire les choses, ça ne veut plus dire qu'il n'y a il y a plus de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'expression négative. La bienveillance, pour moi, c'est simplement, voilà, c'est simplement, on a le droit, quel que soit son niveau de départ, on a le droit de s'élever au maximum de ses capacités. Voilà. Et on a le droit, et le manager doit créer ce cadre pour ses collaborateurs. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce que tu peux créer les conditions d'un management? Je vais vous dire bienveillant, même si en vrai, je préfère dire juste management. En fait, on va dire management bienveillant en entreprise. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour créer ces conditions-là? Je redirai quelques basiques qui peuvent même passer pour des poncifs. Désolé pour ça. Pour moi, je reviens toujours sur cette notion de vision et de sens, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important fondamentalement, c'est de partager la vision d'entreprise, c'est-à-dire d'expliquer à quoi c'est l'entreprise, quelle est sa mission et de quelle manière le collaborateur contribue à cette mission. Quand tu comprends le sens de ce que tu fais, quand tu comprends quelle est ta contribution, et ben même si ta tâche est ingrate, même si elle te paraît insignifiante, bah, tout de suite, elle s'intègre à un ensemble et tu l'accomplis avec beaucoup plus d'implication parce que tu sais à quoi tu sers. Donc, le partage de sens et le partage de la vision, pour moi, c'est essentiel. Ensuite, évidemment, il y a créer les conditions d'une cohésion, il y a l'écoute par rapport à son salarié, il y a lui donner la possibilité de grandir, il y a lui donner la possibilité d'améliorer ses compétences, il y a lui faire des retours positifs aussi, c'est très important. Il y a la reconnaissance. Voilà, tout ça, c'est un certain nombre de facteurs qui permettent de créer un cadre bienveillant euh, pour ses collaborateurs. Effectivement, oui, complètement. Merci Vincent. Puis là, je vais oser te poser une question un peu plus personnelle. Je voulais savoir pour toi, enfin, quelle place a le travail dans ta vie à toi? Tu sais, en tant que chef d'entreprise, et puis surtout en ce moment, en tant que chef d'entreprise qui travaille avec les conditions actuelles, beaucoup de chez soi, finalement, la barrière entre vie personnelle et vie professionnelle, elle s'estompe un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas comme quelqu'un qui va au travail dans son bureau le matin, qui arrive à 8 heures et qui en repart le soir à 6 heures. Et d'un côté, il y a la vie professionnelle, de l'autre côté, il y a la vie personnelle. Mais c'est pas grave parce que moi, encore une fois, euh, je prends du plaisir dans ce que je fais, dans les missions que j'accomplis. Je prends du plaisir et finalement, il y a des choses. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien écrire, donc c'est pour ça que passé un temps, j'écris régulièrement des articles sur LinkedIn. Mais ça ne me dérange pas de le faire un week-end parce que c'est quelque chose dans lequel je prends du plaisir. J'aurais aussi bien pu écrire un article sur LinkedIn à titre personnel. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que la barrière entre le personnel et le professionnel, elle est poreuse parce que je vais écrire un article. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. En même temps, j'y prends du plaisir et je parle parfois de choses personnelles aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'écrire un article sur LinkedIn, c'est du pro ou c'est du perso? Bah, c'est un petit peu des deux. Donc, le travail, pour moi, dans ma vie, voilà, il est complètement intégré. Je suis pas quelqu'un, par exemple, tu vois, qui compte les années jusqu'à la retraite, parce que pour moi, ce que je fais comme travail, ça fait partie intégrante de moi. C'est ce qui me constitue, c'est ce qui donne du sens aussi à ma vie. Donc, donc le travail est très important, même si je suis pas forcément toujours un bourreau de travail, mais je suis pas
le travail pour moi n'est pas une souffrance en tout cas, tu vois, pour reprendre son étymologie originelle. Ah, merci de nous avoir partagé ça. Alors, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? J'aimerais j'aimerais juste te dire que aujourd'hui plus que jamais, euh, c'est important de se soucier de comment vont ses collaborateurs. C'est important de conserver des moments d'équipe. Et je crois vraiment fondamentalement que c'est un sujet auquel ils ne font pas renoncer aujourd'hui moins que jamais, parce que c'est ça qui va aussi permettre de conserver la cohésion de l'entreprise. Et on l'a vu lors du premier confinement, les salariés qui ont été un petit peu abandonnés leur propre sort, les salariés où les managers s'en sont pas trop souciés pendant le confinement, et à contrario, les salariés, les managers ont été trop présents, trop pressurisants. Lorsqu'ils reviennent en entreprise, c'est plus pareil, quoi. Il y a quelque chose qui a été cassé. Et aujourd'hui, ça va être la même chose dans ce nouveau confinement. Donc voilà, je pense que c'est important de comprendre que l'entreprise aujourd'hui en télétravail ou en travail alterné est pas la même que l'entreprise présentielle à 100%. Donc la manière de considérer la qualité du travail n'est pas la même. Néanmoins, ça reste un sujet prioritaire auquel il faut accorder une vraie attention. Complètement. Alors, j'ai une avant-dernière question pour toi. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Il y a plein de choses qui me donnent envie de me réveiller le matin, mais c'est vrai que moi j'ai un peu des routines personnelles. Tu vois, le matin je me lève un peu tôt et je vais faire une première séance de sport. Et ensuite, alors je dis pas que je suis pas non plus dans un optimisme béat, tu vois, dans ce que je fais dans ma journée. Tout ne me réjouit pas, hein. Il y a toute une partie administrative, même faire des offres, tu vois, tout ce qui est un peu papier, tout ce qui est préparation un peu laborieuse, tout ça, je dois le faire. La comptabilité aussi, c'est pas les choses dans lesquelles je suis le plus épanoui. Mais je garde en tête, dans la majorité de mes engagements, que ce soit professionnel, associatif ou autre, que il y a une finalité et que finalement les petites tâches que je fais, elles servent à quelque chose. Aujourd'hui, dans mon métier, quand je travaille sur la qualité du travail et que on arrive à accompagner durablement l'entreprise, on a vraiment l'impression d'avoir un impact sur les gens, sur la société. Et voilà, et pour répondre, si je devais choisir un seul mot pour répondre à ta question, c'est ça que je dirais, c'est la trace qu'on laisse, l'impact qu'on laisse, c'est ça qui me donne envie de me lever aujourd'hui. C'est presque philosophique ce que tu me dis. Et pour terminer, en fait, ce podcast, j'aimerais savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a vraiment marqué. Ouais. Là, je suis en train de finir en ce moment un livre qui s'appelle La fabrique du consommateur, qui est écrit par un sociologue français. Et je ne sais pas si ça te fait cette impression parfois de lire un livre où tu te dis, mais oui, c'est vrai, j'ai toujours pensé ça, mais en fait, j'ai jamais été assez intelligent pour le dire comme ça. Et en fait, tu vois, dans ce livre-là, il te réexplique comment est-ce qu'est né le marketing, comment est-ce qu'est née la société de consommation actuelle, et en la mettant en perspective et en te faisant comprendre que ce que tu considères comme la normalité, parce que c'est le monde dans lequel tu vis, ça n'a pas toujours été comme ça. Les choses étaient très différentes avant. On vivait dans des sociétés très différentes. Et ça t'explique comment est-ce qu'on en est arrivé là, et ça te montre aussi les aberrations du système que finalement tu as un peu perdu de vue, parce que quand tu es dedans, bah, tu en fais partie, et donc tu oublies un petit peu que il y a certaines choses qui sont un peu incohérentes en matière de consommation, par exemple. Donc Qu'est-ce ce que tu as livre, vu dans le livre que tu as trouvé que c'était incohérent en matière de consommation? bah, écoute, quand finalement on n'est plus dans une société, quand la consommation n'est plus là simplement pour subvenir à tes besoins, et que la consommation devient une fin, quand la consommation devient l'objectif de ta vie, quand tout est mis en œuvre pour te faire croire que tu as besoin de produits ou quelque temps auparavant, tu ne sais même pas qu'ils existaient, et que tu vas tout faire pour te procurer ce produit, alors que finalement, il te servira à rien, et qu'une fois que tu l'as acquis, il t'apportera une satisfaction très éphémère. Voilà, ça fait partie des dérives de la consommation que ce livre explique très bien. Quand le marketing
te fait croire qu'un produit dont la composition en réalité est plutôt nocive parce que tu prends une pâte à tartiner qui est bourrée de sucre, donc en termes de santé c'est une catastrophe. En même temps, elle intègre de l'huile de palme qui va être une catastrophe écologique. Que le marketing te fait croire non seulement que ce produit est bon pour ta santé parce qu'il comporte du lait, que c'est un produit idéal pour le petit déjeuner, et qu'en plus il va te rendre heureux parce que tu vois des gens qui sourient sur les pubs et des belles familles, et que finalement le marketing te fait perdre complètement de vue ce que tu consommes vraiment. Voilà, ça aussi pour moi, tu vois, c'est une dérive de notre monde moderne, et ce livre-là l'explique très bien encore une fois. Ah, super. Bah, alors, du coup, je vais le mettre en note là, à la fin de l'épisode. Comme ça, ceux qui veulent le lire aussi, donc la fabrique du consommateur, pourront aussi lire aussi et puis partager, pourquoi pas, hein, en te contactant. Là-dessus, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te contacter? Eh bien, on peut me contacter soit via mon profil LinkedIn, donc Vincent Mussard, soit sur le site de Coach Me Happy, il y a toutes nos coordonnées. Voilà, n'hésitez pas. Et sur notre Facebook aussi, on a un Facebook Coach Me Happy. Voilà. Super, bah c'est noté de mon côté. Mais merci beaucoup Vincent d'avoir partagé ce moment du podcast avec moi en tout cas. Merci beaucoup Camille, c'était un plaisir. Je suis ton podcast depuis quelques temps. Là, je crois que tu en es à 7 épisodes, il me semble. C'est ça, exactement. Je suis aussi les formations, alors j'ai pas eu le temps de toutes les faire, mais j'ai suivi aussi toutes les formations très intéressantes que tu as pu faire pour LinkedIn. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir m'entretenir avec toi pendant ce moment. Oh, merci beaucoup Vincent. Et puis merci pour ce moment partagé en tout cas. Et puis à très vite. À très vite. Au revoir, Camille. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, mais aussi à laisser vos avis sur Spotify, SoundCloud ou encore iTunes. Ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@517rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!